Logiquement, cette pratique aurait dû disparaître. Elle était risquée, contestée, et loin d'être universelle. Et pourtant, elle a survécu. Dans la première vidéo, nous avons vu comment la circoncision apparaît très tôt dans l'histoire humaine. Ancienne, présente dans plusieurs sociétés, mais jamais universelle. La question est donc inévitable. Comment une pratique aussi ancienne a-t-elle pu survivre, alors que presque tout semblait jouer contre elle? Car en réalité, elle faisait face à un mur fait de peurs très concrètes, de normes sociales et de rapports au corps profondément ancrés. Conception du corps, rejet de l'étranger, risques médicaux, rupture sociale, normes dominantes changeantes, et même la concurrence d'autres rites. Aujourd'hui, on va faire deux choses. 1. Identifier les 10 grands obstacles qui auraient pu l'effacer. 2. Comprendre comment certains groupes ont réussi à les contourner. Nous allons donc ensemble parcourir les 10 principaux obstacles historiques, sociaux et culturels. 1 à 1, sans polémique, en restant strictement dans ce que l'histoire permet d'affirmer. Et tu vas voir quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'un obstacle semble définitif, une solution apparaît, mais elle n'en résout jamais qu'une partie. Obstacle numéro 1. L'absence d'universalité culturelle du corps. Pendant des millénaires, modifier volontairement le corps était dans certaines sociétés strictement interdit. Pas par peur du corps, mais par respect absolu pour lui. Dans de nombreuses cultures anciennes, le corps humain n'était pas considéré comme une propriété individuelle. Il était perçu comme un héritage transmis, héritage des ancêtres, don des esprits, ou création des forces cosmiques. Chez plusieurs peuples d'Europe ancienne, mais aussi dans certaines sociétés d'Asie et d'Océanie, le corps reçu à la naissance devait rester intact, car le modifier revenait à rompre l'équilibre entre l'individu, le groupe et l'ordre du monde. Les historiens et anthropologues situent cette conception très tôt, dès les sociétés préhistoriques et protohistoriques, bien avant l'apparition des États ou des religions organisées, plus de 8000 à 10 000 ans avant notre ère. Dans ces contextes, toute modification corporelle permanente, incision, ablation, transformation, était perçue comme une transgression culturelle, même lorsqu'elle avait une signification ailleurs. C'est précisément ce cadre mental qui a constitué l'un des premiers grands obstacles à la diffusion de la circoncision. Une pratique qui modifie durablement le corps ne pouvait pas être acceptée dans des sociétés où l'intégrité corporelle était un principe fondateur. L'anthropologie classique, notamment les travaux de Arnold van Gennep au début du XXe siècle, montre que les rites corporels ne sont jamais universels. Ils sont toujours locaux, contextuels et profondément liés à la manière dont une société pense le corps humain. Ainsi, la circoncision n'a jamais pu se diffuser naturellement à l'ensemble de l'humanité. Elle ne pouvait s'enraciner que dans des sociétés où le corps était déjà conçu non comme une forme inviolable, mais comme un support possible de rites et de signification sociale. Cet obstacle fondamental explique pourquoi, dès l'origine, la pratique est restée limitée à certains groupes et a rencontré ailleurs une résistance durable, sans violence, mais par fidélité aux conceptions culturelles locales. Alors comment une société passe-t-elle d'un corps intouchable à un corps transformé sans être profané? Comment l'obstacle numéro 1 a été surmonté? Redéfinir le corps comme support légitime du rite. Pour qu'une pratique corporelle survive, il ne suffit pas de la répéter. Il faut d'abord qu'une société accepte de repenser ce qu'est le corps. Dans les sociétés où le corps était perçu comme inviolable, la circoncision n'a jamais pu s'imposer de force. Lorsqu'elle a survécu, ce n'est pas parce que l'interdit a disparu, mais parce que le sens du corps a été redéfini. Dans certains contextes anciens, le corps n'a plus été conçu comme une forme figée héritée des ancêtres, mais comme un support de transformation légitime, à condition que cette transformation soit rituellement encadrée. L'anthropologie montre que ce basculement ne se fait jamais seul. Il s'opère lorsque la société introduit une distinction essentielle. Le corps n'est plus seulement ce qui est donné à la naissance, il devient aussi ce qui est reconnu par le groupe. Dans ces sociétés, la modification corporelle n'est pas un acte individuel. Elle est précédée de rituels, accompagnée par des figures d'autorité, anciens, prêtres, initiateurs, et intégrée à une séquence collective qui lui donne sens. C'est précisément ce cadre rituel qui permet de lever l'interdit. La modification du corps n'est plus perçue comme une transgression, mais comme une confirmation de l'ordre social. Les travaux de Arnold van Gennep ont montré que, dans de nombreuses sociétés, le rite transforme symboliquement le statut de l'individu.
Le corps modifié devient alors la preuve visible que le passage a été reconnu par la communauté. Ainsi, la circoncision a pu se maintenir dans des sociétés où le corps était initialement sacralisé, non pas en niant cette sacralité, mais en l'intégrant au rite lui-même. Ce mécanisme explique pourquoi la pratique n'a jamais été universelle, mais profondément enracinée là où le corps pouvait devenir un langage social, et non plus seulement un héritage intangible. On pourrait croire que ce changement suffit. Mais même quand le corps est accepté comme support du rite, le regard extérieur devient un nouveau danger. Obstacle numéro 2. Le rejet des pratiques perçues comme étrangères. Dans l'Antiquité, adopter la pratique d'un autre peuple pouvait être vécu comme une humiliation. Le corps devenait alors une frontière. Lorsque des sociétés se rencontrent, par le commerce, la guerre ou la conquête, elles ne comparent pas seulement leurs armes ou leurs dieux. Elles observent aussi les corps. Dans le bassin méditerranéen antique, cette observation a joué un rôle décisif. Chez les Grecs, à partir du 5e siècle avant notre ère, l'idéal du corps masculin est associé à l'intégrité physique et à l'exposition publique du corps nu, notamment dans les gymnases. Dans ce contexte, la circoncision est perçue comme un signe visible d'altérité. Des auteurs grecs décrivent explicitement cette différence corporelle. Pour eux, ce qui n'est pas conforme à la norme grecque est souvent qualifié de barbare. Un terme qui ne désigne pas seulement l'étranger, mais celui qui ne partage ni la langue ni les usages du corps. Les Romains héritent en partie de ce regard. À l'époque impériale, entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, la circoncision est parfois associée à des peuples dominés et perçue comme une pratique étrangère à la romanitas, l'idéal culturel romain. Cette perception a constitué un obstacle majeur à la diffusion de la circoncision. Adopter une pratique corporelle étrangère, c'était risquer de renoncer symboliquement à son appartenance culturelle. L'historien grec Hérodote, lorsqu'il décrit les coutumes égyptiennes au 5e siècle avant Jésus-Christ, note déjà ces différences sans toujours les expliquer, soulignant implicitement la distance entre les peuples. Ainsi, la circoncision n'a pas seulement rencontré des obstacles techniques ou rituels. Elle s'est heurtée à un rejet plus profond, celui de ce qui est perçu comme étranger au corps collectif. Dans de nombreux contextes historiques, ne pas pratiquer la circoncision était une manière d'affirmer « nous ne sommes pas eux ». Alors comment une pratique rejetée comme étrangère peut-elle survivre sans devenir universelle? Comment l'obstacle numéro 2 a été surmonté? Transformer une pratique étrangère en marqueur identitaire interne. Une pratique rejetée comme étrangère ne survit que si elle cesse d'être perçue comme étrangère. Et l'histoire montre que certains groupes ont su opérer ce basculement. Dans les sociétés antiques, où la circoncision était perçue comme un signe d'altérité, elle ne pouvait évidemment pas se diffuser par imitation. Adopter le geste de quelqu'un d'autre revenait à renoncer symboliquement à son identité. Lorsqu'elle a néanmoins survécu, ce n'est pas parce que ce rejet a disparu, mais parce que la pratique a été requalifiée de l'intérieur. Dans certains groupes, la circoncision a cessé d'être définie par rapport à ce que faisaient les voisins pour devenir un marqueur d'appartenance interne, indépendant du regard extérieur. L'histoire montre que ce mécanisme apparaît clairement dans des contextes de frontières culturelles. Face à des sociétés dominantes, grecques ou romaines par exemple, certains groupes ont renforcé leurs pratiques distinctives non pour se rapprocher, mais pour se différencier durablement. La pratique corporelle cesse alors d'être un signe d'infériorité imposé par le regard dominant. Elle devient un signe assumé de continuité, transmis comme un héritage propre et non comme une coutume empruntée. Les historiens ont montré que ce type de requalification identitaire se produit souvent lorsque des groupes se sentent menacés culturellement. Le rite devient alors un repère stable, un moyen de maintenir la cohésion là où tout le reste change. Ainsi, la circoncision a pu se maintenir dans des environnements où elle était moquée ou rejetée, non pas en cherchant à convaincre les autres, mais en cessant de dépendre de leur reconnaissance. Ce mécanisme est fondamental. Une pratique étrangère ne se diffuse pas en devenant universelle, mais en devenant indispensable à l'identité de ceux qui la portent. C'est ainsi que, face au rejet, la circoncision n'a pas été abandonnée partout. Dans certains contextes, elle est devenue un signe de permanence, là même où tout poussait à l'effacement. Mais un marqueur identitaire ne suffit pas si le geste est dangereux. Et là, l'obstacle suivant est brutal. Obstacle numéro 3, l'absence de cadre médical ou technique sécurisé. Dans l'Antiquité, une incision mal maîtrisée pouvait suffire à tuer. Et tout le monde le savait. Avant l'apparition de la médecine moderne, toute intervention volontaire sur le corps comportait des risques majeurs. Il n'existait ni antisepsie, ni antibiotiques, ni contrôle fiable de la douleur ou des hémorragies.
Dans les sociétés antiques, la moindre plaie pouvait s'infecter. Les médecins de l'époque en étaient parfaitement conscients. Les textes attribués à Hippocrate au 5e siècle avant notre ère décrivent longuement les complications liées aux blessures, suppuration, fièvre, gangrène. Ils montrent une médecine d'observation, lucide sur ses limites. Plus tard, au 2e siècle de notre ère, Galen explique lui aussi combien le corps réagit violemment aux incisions mal contrôlées, et combien le pronostic est incertain. Dans ce contexte, pratiquer une modification corporelle volontaire, surtout lorsqu'elle n'apportait aucun bénéfice immédiat visible, représentait un risque réel, connu et redouté. Même sans chiffres précis, les sociétés anciennes savaient une chose essentielle: on ne coupait pas le corps à la légère. Cette absence de cadre médical sécurisé a constitué un frein puissant à la diffusion de la circoncision. Une pratique pouvait être symboliquement forte, mais si elle exposait à la douleur, à l'infection ou à la mort, elle ne pouvait être adoptée que dans des contextes où le sens rituel l'emportait sur le danger. Ailleurs, la prudence collective a souvent prévalu. Alors pourquoi continuer si c'est dangereux? Comment l'obstacle numéro 3 a été surmonté? Encadrement rituel, spécialisation et sécurisation progressive du geste. Quand un geste est dangereux, les sociétés ne l'abandonnent pas toujours. Elles cherchent d'abord à le maîtriser. Dans les sociétés antiques, la circoncision n'a jamais été pratiquée n'importe comment. Là où elle s'est maintenue, elle a été strictement encadrée, précisément parce que ces risques étaient reconnus. La première réponse au danger a été rituelle, avant d'être médicale. Le geste n'était confié ni à n'importe qui, ni improvisé. Il était réservé à des individus reconnus pour leurs compétences, prêtres, initiateurs, praticiens spécialisés. Cette spécialisation est attestée très tôt. En Égypte ancienne, par exemple, les scènes de Saqqara, ancien empire, environ 24e siècle avant Jésus-Christ, montrent que l'intervention se fait en présence d'assistants, dans un cadre organisé, et non comme un acte isolé. Dans d'autres sociétés, le rite s'accompagne de règles strictes, choix du moment, isolement temporaire, soins post-rituels. Même sans comprendre les mécanismes biologiques, les sociétés anciennes avaient appris par l'expérience qu'un encadrement réduit les risques. À partir de l'Antiquité tardive et surtout du Moyen Âge, la transmission de savoirs pratiques s'améliore. Les gestes sont répétés, affinés et intégrés à des traditions stables. La répétition contrôlée devient une forme de sécurité. Plus tard encore, à l'époque moderne, la médicalisation progressive du geste, avec l'amélioration des instruments, puis l'asepsie au XIXe siècle, transforme profondément la perception du risque. Mais le mécanisme essentiel est déjà ancien. La circoncision ne survit pas malgré le danger, elle survit parce que le danger est reconnu et encadré. Là où ce cadre n'existait pas, la pratique disparaissait. Là où il s'est structuré, elle a pu se maintenir, génération après génération. Même maîtrisé, un rite peut mourir d'autre chose, la mémoire qui se brise. Obstacle numéro 4. La transmission exclusivement orale et rituelle. Pendant des millénaires, une pratique pouvait disparaître en une seule génération. Il suffisait que la mémoire se rompe. Dans de nombreuses sociétés anciennes, la survie d'une pratique ne dépendait ni de lois écrites, ni de traités, ni d'institutions permanentes. Elle dépendait des anciens. La circoncision, comme beaucoup de rites corporels, se transmettait oralement, par l'observation, par l'imitation et par la participation aux cérémonies. Tant que la chaîne intergénérationnelle restait intacte, la pratique pouvait se maintenir. Mais dès qu'un maillon se brisait, tout pouvait disparaître. Les anthropologues ont montré que des migrations forcées, des famines, des guerres, ou l'effondrement d'une autorité rituelle suffisaient à interrompre la transmission. Dans ces sociétés sans écriture, il n'existait aucun manuel, aucun texte de référence, aucune obligation formalisée. Si les anciens mouraient, si les initiateurs disparaissaient, le rite s'éteignait avec eux. L'ethnologue Bronisław Malinowski, au début du XXe siècle, a montré combien les rites dépendent de la continuité sociale et symbolique du groupe. Sans cadre vivant, le rite n'a plus de sens et il cesse d'être pratiqué. Dans ce contexte, la circoncision ne pouvait pas se diffuser durablement sans structure capable de stabiliser sa transmission. Chaque choc social constituait un risque d'effacement. Cet obstacle explique pourquoi la pratique a souvent été interrompue, oubliée ou abandonnée, avant d'être parfois réintroduite plus tard, sous une autre forme ou dans un autre cadre. Alors comment rendre une pratique plus solide que la mémoire humaine, plus solide que les générations elles-mêmes?
Comment l'obstacle numéro 4 a été surmonté? Institutionnaliser la transmission du rite. Quand la mémoire seule ne suffit plus, les sociétés inventent des structures. C'est ainsi que certains rites survivent aux ruptures. Dans les sociétés où la circoncision a perduré malgré les chocs sociaux, la transmission n'est plus restée entièrement dépendante de la mémoire individuelle des anciens. Progressivement, certaines communautés ont mis en place des cadres stables de transmission. Le rite cesse alors d'être seulement un savoir détenu par quelques personnes. Il devient une obligation collective, intégrée à l'organisation sociale. Cette institutionnalisation peut prendre plusieurs formes. Un âge précis fixé pour le rite, un calendrier ritualisé, des rôles clairement définis, initiés, officiants, témoins, et des sanctions symboliques en cas de non-respect. Dans ces contextes, même si des anciens disparaissent, le cadre demeure. La transmission ne repose plus uniquement sur la mémoire vivante, mais sur une structure reconnue par le groupe. L'anthropologie a montré que ce passage est décisif. Les travaux de Arnold van Gennep soulignent que les rites de passage survivent lorsqu'ils sont intégrés à des séquences sociales obligatoires et non laissés à l'initiative individuelle. Dans certains cas, cette stabilisation passe aussi par l'écriture. Lorsque des sociétés développent des traditions écrites, les règles du rite peuvent être fixées, commentées, transmises au-delà de la seule présence physique des initiateurs. Même dans des sociétés sans écriture formelle, la répétition collective joue un rôle comparable. Chaque génération sait quand, comment et par qui le rite doit être accompli. C'est ce mécanisme qui permet à la circoncision de survivre aux migrations, aux crises et aux ruptures. Là où la transmission reste purement orale et informelle, la pratique s'éteint. Là où elle devient institutionnelle, elle se maintient. Ainsi, la circoncision ne s'est pas diffusée par la seule force de la tradition, mais par la création de cadres sociaux capables de porter la mémoire au-delà des individus. Ici, ce n'est pas une question de tradition. C'est une question de structure. Et l'histoire va tester cette structure brutalement. Obstacle numéro 5. Les transformations des structures sociales et politiques. Quand un empire tombe, ce ne sont pas seulement des frontières qui disparaissent. Ce sont aussi des rites, des normes et des corps. L'histoire humaine est rythmée par des bouleversements politiques majeurs. Conquête, invasion, colonisation, changement d'autorité. À chaque fois, un nouvel ordre social tente de s'imposer, et avec lui, de nouvelles normes culturelles. Dans l'Antiquité, l'expansion de l'Empire romain illustre bien ce phénomène. À partir du 1er siècle avant notre ère, Rome impose progressivement son droit, ses institutions et ses valeurs culturelles à des peuples très divers autour de la Méditerranée. Certaines pratiques locales sont tolérées, d'autres sont dévalorisées, marginalisées ou perçues comme incompatibles avec l'ordre dominant. Les pratiques corporelles, visibles et symboliques sont particulièrement exposées à ce tri culturel. Plus tard, à d'autres périodes de l'histoire, les conquêtes et les conversions forcées ont également entraîné l'abandon de rites anciens. Changer d'autorité politique ou religieuse signifiait souvent changer de référentiel culturel. Dans ces contextes, la circoncision pouvait être abandonnée non parce qu'elle était rejetée en elle-même, mais parce qu'elle n'entrait plus dans le cadre symbolique du pouvoir en place. L'anthropologie historique montre que les pratiques corporelles survivent rarement lorsqu'elles ne sont plus soutenues par des structures sociales solides. Institutions, élites, cadres normatifs. Ainsi, à chaque grande rupture politique, la circoncision a pu être interrompue, mise en retrait ou remplacée par d'autres rites jugés plus conformes au nouvel ordre social. Cet obstacle rappelle une réalité fondamentale. Une pratique culturelle, aussi ancienne soit-elle, ne se maintient jamais indépendamment des rapports de pouvoir qui structurent une société. Alors comment survivre quand le pouvoir change et que la norme dominante bascule? Comment l'obstacle numéro 5 a été surmonté? Déplacer la pratique hors du pouvoir politique. Quand le pouvoir change, les pratiques liées à l'État disparaissent souvent. Celles qui survivent sont celles qui savent se détacher de lui. Dans les contextes de conquête et de domination politique, les pratiques directement associées aux élites ou aux institutions officielles sont les plus vulnérables. Lorsqu'un empire tombe, ce qu'il soutenait disparaît avec lui. Là où la circoncision a survécu à ces bouleversements, elle a cessé de dépendre du pouvoir central. Elle s'est repliée sur des structures plus stables, la famille, le lignage, la communauté religieuse ou locale. Dans l'Antiquité tardive, sous la domination de l'Empire romain, certaines pratiques culturelles ont été fragilisées lorsqu'elles étaient liées à des statuts civiques ou à des fonctions publiques.
À l'inverse, les rites intégrés à la sphère privée ou communautaire ont montré une résilience bien plus forte. L'anthropologie historique souligne un mécanisme récurrent. Plus une pratique est décentralisée, moins elle dépend des changements de régime. Elle peut alors traverser des périodes de domination étrangère, sans entrer directement en conflit avec l'ordre politique. Dans ces contextes, la circoncision n'est plus un marqueur de pouvoir. Elle devient un rite interne, transmis au sein du groupe, sans revendication publique ni visibilité politique excessive. Ce déplacement stratégique permet à la pratique de survivre là où d'autres rites disparaissent. Elle ne s'oppose pas frontalement au nouvel ordre. Elle se rend compatible avec lui, en changeant d'échelle et de cadre. Ainsi, face au bouleversement politique, la circoncision n'a pas toujours été abandonnée. Elle a parfois été relocalisée, moins visible, moins institutionnelle, mais plus durable. Ce mécanisme explique pourquoi certaines pratiques traversent les empires, alors que les empires, eux, disparaissent. Ce déplacement protège la pratique, mais il ouvre un autre risque, plus discret. À l'intérieur d'un groupe, un rite peut s'effondrer, si son sens devient flou. Obstacle numéro 6. Les divergences d'interprétation du sens de la pratique. Une même pratique peut survivre des siècles, puis se diviser de l'intérieur. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que son sens ne fait plus consensus. Même dans les sociétés où la circoncision était pratiquée, elle n'a jamais porté un sens unique et immuable. Selon les époques, les groupes sociaux ou les régions, le même geste pouvait signifier des choses très différentes. Dans certains contextes anciens, la circoncision était intégrée à un rite initiatique, marquant le passage d'un âge à un autre, souvent accompagné d'enseignements et d'épreuves symboliques. Ailleurs, elle pouvait être interprétée comme une marque de pureté rituelle, liée à des fonctions religieuses spécifiques. Dans d'autres cas encore, elle servait surtout de signe d'appartenance sociale, permettant d'identifier les membres d'un groupe. Ces significations multiples n'étaient pas toujours compatibles entre elles. Lorsque le cadre social évoluait, par exemple avec l'apparition de nouvelles élites, la réorganisation des rôles religieux ou l'influence de cultures voisines, le sens attribué à la pratique pouvait être remis en question. L'anthropologie montre que les rites ne disparaissent pas toujours sous la pression extérieure. Ils peuvent aussi se fragiliser de l'intérieur, lorsque les membres d'une même société ne s'accordent plus sur ce que le rite est censé signifier. Les travaux de Victor Turner, au milieu du XXe siècle, ont montré que les rites tirent leur force de la cohérence symbolique qu'un groupe leur attribue. Lorsque cette cohérence se fissure, le rite devient contestable, voire rejeté par une partie du groupe. Ainsi, la circoncision a parfois été remise en cause, non pas parce qu'elle était étrangère, ni parce qu'elle était dangereuse, mais parce que son sens n'était plus partagé. Cet obstacle interne est l'un des plus discrets, mais aussi l'un des plus puissants. Une pratique peut survivre aux attaques extérieures, mais rarement à la perte de signification commune. Alors comment empêcher une pratique de se dissoudre dans ses propres interprétations? Comment l'obstacle numéro 6 a été surmonté? Stabiliser le sens par hiérarchisation et recentrage symbolique. Un rite survit rarement quand tout le monde lui donne une signification différente. Là où il a tenu, c'est parce que son sens a été clarifié. Lorsque la circoncision a été menacée par des interprétations concurrentes, certaines sociétés n'ont pas cherché à conserver tous les sens à la fois. Elles ont opéré un recentrage symbolique. Plutôt que de laisser coexister des significations contradictoires, initiation, pureté, appartenance, elles ont établi une hiérarchie claire, un sens principal, reconnu collectivement, et des sens secondaires, tolérés mais subordonnés. L'anthropologie montre que ce mécanisme apparaît lorsque les rites deviennent des repères structurants dans des sociétés en mutation. Le rite cesse alors d'être interprétable à l'infini. Il est enseigné, nommé et répété dans un cadre normatif. Les travaux de Victor Turner ont montré que la force d'un rite repose sur sa cohérence symbolique partagée. Lorsque cette cohérence est restaurée, le rite retrouve sa légitimité, même si toutes les interprétations n'ont pas disparu. Dans ces contextes, la circoncision est maintenue non pas parce que chacun y projette un sens différent, mais parce que le groupe affirme ce qu'elle signifie avant tout. Cette clarification permet de réduire les conflits internes et de transmettre un message stable aux générations suivantes. Ce processus est souvent accompagné d'un renforcement des figures d'autorité symbolique. Anciens, chefs religieux, initiateurs. Ce sont eux qui garantissent l'interprétation dominante et arbitrent les divergences. L'anthropologue Arnold van Gennep avait déjà montré que les rites de passage ne survivent que lorsqu'ils s'inscrivent dans des séquences clairement définies. Quand le sens est flou,
le rite se délite. Quand il est stabilisé, il perdure. Ainsi, la circoncision a pu traverser des périodes de fragmentation interne en cessant d'être un rite aux significations multiples équivalentes pour devenir un repère symbolique central, lisible, transmissible et partagé. Ce mécanisme n'élimine pas toutes les divergences, il les canalise, et c'est souvent suffisant pour qu'un rite survive. Même stabilisé symboliquement, un rite peut échouer pour une raison très simple. Le moment où on le pratique. Obstacle numéro 7. Les résistances liées à l'âge et au moment de la pratique. Une pratique acceptable à l'enfance peut devenir insupportable à l'âge adulte. Et ce simple décalage a suffi, dans de nombreuses sociétés, à freiner sa diffusion. Selon les sociétés et les époques, la circoncision n'a jamais été pratiquée au même moment de la vie. Dans certains groupes, elle intervenait très tôt, parfois peu après la naissance. Dans d'autres, elle marquait l'adolescence, ou même l'entrée dans l'âge adulte. Ce détail chronologique est en réalité décisif. Lorsqu'elle est pratiquée tardivement, la circoncision devient une épreuve visible, douloureuse et psychologiquement engageante. Elle exige l'adhésion consciente de l'individu, et non plus seulement la décision du groupe ou de la famille. Les sources antiques et ethnographiques montrent que les rites corporels imposés à l'adolescence ou à l'âge adulte suscitent plus souvent des résistances individuelles. La douleur est anticipée, le risque est connu, et l'individu est déjà socialement constitué. Dans l'Antiquité, les médecins savaient que le corps adulte réagit différemment aux incisions. Les traités médicaux du monde grec et romain, attribués notamment à Hippocrate et à ses successeurs, soulignent que la cicatrisation est plus complexe et les complications plus fréquentes avec l'âge. À l'échelle collective, cela posait un problème majeur. Une pratique qui exige une adhésion tardive ne peut pas se diffuser facilement. Chaque individu devient un point de résistance potentiel. Dans plusieurs sociétés, ce décalage a conduit soit à l'abandon progressif de la pratique, soit à sa transformation. Elle est déplacée vers l'enfance ou intégrée à d'autres rites moins contraignants. Ainsi, la question de l'âge n'est pas secondaire. Elle a constitué un frein structurel puissant à la généralisation de la circoncision. Une pratique peut être symboliquement forte, mais si son coût physique et psychologique augmente avec le temps, elle rencontre inévitablement des limites. Alors comment réduire cette résistance sans changer la nature du rite? Comment l'obstacle numéro 7 a été surmonté? Déplacer le moment du rite et réduire le coût individuel. Quand un rite devient trop lourd à porter pour l'individu, les sociétés modifient le calendrier. Pas le sens, le moment. Dans les sociétés où la circoncision était pratiquée tardivement, les résistances individuelles étaient inévitables. La douleur était anticipée, le risque était connu. Et l'individu, déjà adulte, pouvait refuser. Lorsque la pratique a survécu à cet obstacle, ce n'est pas parce que la souffrance a disparu, mais parce que le moment du rite a été déplacé. Dans plusieurs sociétés, la circoncision a été progressivement avancée dans le cycle de vie, de l'âge adulte vers l'adolescence, puis, dans certains contextes, vers la petite enfance. Ce déplacement a un effet décisif. Lorsqu'elle est pratiquée tôt, la circoncision ne repose plus sur le consentement individuel conscient, mais sur la décision collective de la famille ou du groupe. Le rite cesse d'être une épreuve choisie. Il devient un fait social intégré dès le départ. Les sources médicales antiques avaient déjà observé que le corps adulte réagit plus difficilement aux incisions. Les textes attribués à Hippocrate soulignent que la cicatrisation est plus complexe avec l'âge et que les complications sont plus fréquentes chez les adultes. Même sans compréhension biologique moderne, les sociétés anciennes ont tiré des enseignements empiriques clairs. Plus le rite est pratiqué tôt, plus il est supportable et moins il devient un point de résistance. Dans d'autres cas, lorsque le déplacement dans le temps n'était pas possible, la pratique a été intégrée à des rites plus larges, diluant la focalisation sur l'acte lui-même. La circoncision cesse alors d'être l'épreuve centrale. Elle devient un élément parmi d'autres dans un processus initiatique plus vaste. Ce mécanisme explique pourquoi la circoncision a pu se maintenir dans certains contextes, malgré les résistances liées à l'âge. Elle n'a pas été imposée contre l'individu adulte. Elle a été reconfigurée pour réduire le coût physique et psychologique. Ainsi, le rite n'a pas changé de nature. Il a changé de temporalité. Et ce simple ajustement a suffi, dans plusieurs sociétés, à lever un obstacle structurel majeur. Ce réglage temporel fonctionne, mais il ne protège pas contre un autre danger. La norme dominante peut décider que la pratique n'a pas sa place. Obstacle numéro 8.
l'opposition entre normes locales et normes dominantes. Quand une norme devient dominante, elle ne discute pas toujours. Elle s'impose, et elle redéfinit ce qui est acceptable, jusque sur le corps. Dans l'histoire, les pratiques corporelles minoritaires ont souvent été confrontées à des normes religieuses, juridiques ou sociales devenues dominantes. Lorsque ces normes s'imposent, elles tendent à uniformiser les comportements et à marginaliser ceux qui s'en écartent. Dans le monde antique, l'expansion de l'Empire romain entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ s'accompagne d'une diffusion de normes culturelles communes, droit romain, mœurs publiques, conception du citoyen et du corps. Les pratiques locales qui ne s'y conforment pas peuvent être tolérées, mais aussi dévalorisées ou restreintes. Plus tard, à d'autres périodes, l'instauration de cadres juridiques ou religieux unifiés a parfois conduit à l'interdiction ou à la marginalisation de rites corporels jugés incompatibles avec la norme officielle. Ces situations ne relèvent pas toujours d'une violence directe. Souvent, la pression est symbolique et sociale. Accès limité aux fonctions, stigmatisation ou obligation implicite de se conformer. L'anthropologie historique montre que lorsqu'une norme dominante contrôle l'éducation, la loi et la reconnaissance sociale, les pratiques corporelles minoritaires deviennent fragiles. Elles peuvent survivre dans la sphère privée, mais disparaître de l'espace public. Dans ces contextes, la circoncision a parfois été maintenue discrètement, ou au contraire abandonnée, non parce que sa signification avait disparu, mais parce que le coût social de la différence devenait trop élevé. Cet obstacle rappelle une réalité constante de l'histoire humaine. Une pratique culturelle ne se diffuse pas seulement par sa force symbolique, mais par sa compatibilité avec les normes dominantes du moment. Alors comment survivre? Quand la norme dominante contrôle l'espace visible? Comment l'obstacle numéro 8 a été surmonté? Rendre la pratique compatible sans l'exposer. Quand une norme domine, survivre ne signifie pas toujours s'opposer. Parfois, cela signifie se rendre discret. Dans les périodes où des normes religieuses, juridiques ou sociales s'imposent, les pratiques minoritaires ont rarement survécu par la confrontation directe. Celles qui ont perduré ont emprunté une autre voie, la relocalisation et la discrétion. Dans l'Antiquité, sous l'expansion de l'Empire romain, les normes culturelles officielles définissent ce qui est acceptable dans l'espace public. Citoyenneté, mœurs, rapport au corps. Les pratiques qui s'en écartent peuvent être tolérées, mais à condition de ne pas remettre en cause l'ordre dominant. Là où la circoncision a survécu, elle a souvent quitté l'espace public pour s'ancrer dans des sphères moins contrôlées, la famille, la communauté restreinte ou le cadre religieux interne. Ce déplacement est décisif. La pratique cesse d'être un signe visible de différence sociale. Elle devient un rite privé, soustrait au regard normatif des institutions dominantes. L'anthropologie historique montre que les normes dominantes exercent surtout leur pouvoir là où elles peuvent surveiller, évaluer et sanctionner. En se retirant de ces espaces, les pratiques minoritaires réduisent considérablement le coût social de la différence. Dans certains contextes, cette adaptation passe aussi par une reformulation du discours autour du rite. Plutôt que de se présenter comme une revendication identitaire publique, la circoncision est décrite comme une coutume familiale, une obligation interne ou une tradition communautaire non conflictuelle. Ce mécanisme permet une coexistence pragmatique. La norme dominante n'est pas défiée, mais la pratique n'est pas abandonnée. Ainsi, face à des cadres normatifs contraignants, la circoncision n'a pas toujours été interdite ou rejetée. Elle a parfois été rendue invisible, ce qui, paradoxalement, lui a permis de durer. Ce contournement discret explique pourquoi certaines pratiques traversent des périodes de forte uniformisation culturelle sans disparaître totalement. Mais même invisible, une pratique peut disparaître si elle ne semble servir à rien, si elle n'a aucun bénéfice immédiat. Obstacle numéro 9. L'absence de bénéfice visible immédiat. Une pratique peut être ancienne, symboliquement forte, et pourtant ne jamais se diffuser. Parce qu'elle ne montre rien, tout de suite. Dans l'histoire humaine, les pratiques qui se répandent le plus vite sont souvent celles dont le bénéfice est immédiatement visible. Un outil améliore la chasse. Une technique agricole augmente les récoltes. Une arme protège ou conquiert. La circoncision, elle, n'offre aucun avantage observable à court terme pour la survie quotidienne. Elle ne nourrit pas. Elle ne protège pas. Elle ne rend pas plus fort, ni plus rapide. Dans les sociétés anciennes, où la vie est rythmée par l'urgence, se nourrir, se défendre, survivre, ce critère comptait énormément. Une pratique corporelle durable, douloureuse et risquée, devait être justifiée par un sens puissant pour être acceptée.
C'est pourquoi la circoncision n'a jamais pu se diffuser comme une innovation technique. Elle ne pouvait s'imposer que là où le cadre symbolique était suffisamment fort pour compenser l'absence de bénéfices immédiats. Les anthropologues ont montré que les sociétés hiérarchisent leurs pratiques. Ce qui est vital est adopté rapidement. Ce qui est symbolique exige du temps, de la cohérence sociale et une forte adhésion collective. Hors de ces cadres, rites initiatiques, appartenance au groupe, normes partagées, la circoncision apparaissait comme inutile, ou du moins non prioritaire. Ce décalage explique pourquoi, dans de nombreuses sociétés, la pratique n'a jamais dépassé le cercle restreint de groupes capables d'emporter le sens. Sans avantage visible immédiat, elle restait fragile et facilement abandonnée. Cet obstacle montre que ce qui se transmet dans l'histoire n'est pas toujours ce qui est le plus ancien, mais ce qui répond le mieux aux besoins perçus du présent. Alors comment une pratique, non utile immédiatement, traverse-t-elle les siècles? Comment l'obstacle numéro 9 a été surmonté? Substituer le bénéfice immédiat par un bénéfice symbolique différé. Tout ce qui survit dans l'histoire n'est pas utile tout de suite. Certaines pratiques survivent parce qu'elles donnent du sens, pas parce qu'elles donnent un avantage. Dans les sociétés anciennes, la circoncision ne pouvait pas rivaliser avec les innovations techniques ou militaires. Elle ne promettait ni gain immédiat, ni amélioration visible de la survie quotidienne. Là où elle s'est maintenue malgré tout, elle n'a pas été justifiée par l'utilité, mais par une requalification complète de sa valeur. La circoncision a cessé d'être évaluée selon des critères pratiques à court terme. Elle a été intégrée dans un autre registre, celui du temps long, de la continuité du groupe et de l'identité collective. Dans ces sociétés, le bénéfice n'est pas immédiat, mais différé. Il ne se mesure pas dans le présent, mais dans l'appartenance durable au groupe, la reconnaissance sociale et la transmission intergénérationnelle. L'anthropologie montre que les rites survivent lorsqu'ils sont associés à des conséquences sociales fortes, accès au statut d'adulte, reconnaissance communautaire, droit à certaines alliances ou responsabilités. Dans ce cadre, la circoncision ne promet rien maintenant, elle promet quelque chose plus tard. Et cette promesse est collective, pas individuelle. Les travaux comparatifs sur les systèmes rituels montrent que les sociétés acceptent des coûts immédiats, douleur, temps, risque, lorsque le bénéfice est inscrit dans un horizon symbolique partagé. Ainsi, la circoncision a pu se maintenir là où elle cessait d'être perçue comme une pratique inutile, pour devenir un investissement symbolique dans l'avenir du groupe. Ce mécanisme explique pourquoi la pratique ne s'est jamais diffusée comme une innovation technique. Elle ne répond pas à l'urgence du présent, elle répond à la logique du long terme. Et dans l'histoire humaine, ce sont souvent ces logiques silencieuses qui traversent les siècles. Il reste un dernier test, pas le plus violent, mais peut-être le plus décisif. Une société n'ajoute pas indéfiniment des rites, il faut une place. Obstacle numéro 10, la coexistence avec d'autres rites concurrents. Lorsqu'un rite existe déjà, en créer un autre n'a rien d'évident. Dans beaucoup de sociétés, la place était déjà prise. Dans de nombreuses cultures humaines, les grandes étapes de la vie, naissance, passage à l'âge adulte, intégration au groupe, étaient déjà encadrées par des rites de passage établis. Ces rites remplissaient des fonctions essentielles, transmettre des valeurs, marquer un changement de statut, renforcer la cohésion sociale. Dans ces contextes, la circoncision n'apparaissait pas comme une nécessité. Elle venait s'ajouter à des rituels déjà en place, souvent très structurés et profondément ancrés. L'anthropologie montre que les sociétés n'accumulent pas indéfiniment les rites. Elles privilégient ceux qui sont efficaces symboliquement, compris de tous et reconnus collectivement. Au début du XXe siècle, l'ethnologue Arnold van Gennep a montré que les rites de passage répondent à des fonctions précises. Lorsqu'un rite remplit déjà ses fonctions, séparation, transformation, réintégration, il devient inutile d'en introduire un autre. Dans de nombreuses sociétés d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique ancienne, l'entrée dans l'âge adulte était déjà marquée par des épreuves physiques, des initiations symboliques ou des enseignements collectifs prolongés. Ces rites suffisaient à établir l'identité sociale. Dans ces conditions, la circoncision pouvait être perçue comme redondante, voire superflue, non parce qu'elle était rejetée, mais parce qu'elle n'apportait rien de nouveau au système rituel existant. Cet obstacle explique pourquoi la circoncision n'a jamais remplacé les rites concurrents déjà installés. Elle n'a pu s'imposer que là où elle venait occuper une fonction vacante, ou se combiner avec des rites existants. L'histoire montre ainsi que la diffusion d'une pratique ne dépend pas seulement de son ancienneté ou de sa force symbolique, mais de la place disponible dans l'architecture rituelle d'une société. Alors comment exister
sans concurrencer ce qui fonctionne déjà. Comment l'obstacle numéro 10 a été surmonté? Se combiner aux rites existants plutôt que les remplacer. Un rite ne survit pas en éliminant les autres. Il survit lorsqu'il trouve sa place parmi eux. Dans les sociétés où les grandes étapes de la vie étaient déjà solidement encadrées par des rites efficaces, la circoncision ne pouvait pas s'imposer comme un substitut. Elle aurait été redondante, et donc inutile. Là où elle a survécu, elle a emprunté une autre voie, celle de la combinaison rituelle. Plutôt que de créer une nouvelle séquence autonome, la circoncision a été intégrée à des rites déjà existants. Elle devient alors un moment, et non plus un système complet. L'anthropologie montre que les sociétés acceptent plus facilement un ajout discret qu'une restructuration totale de leur architecture rituelle. Un rite ancien, reconnu et efficace n'est pas remplacé, il est enrichi. Les travaux de Arnold van Gennep permettent de comprendre ce mécanisme. Les rites de passage sont composés de séquences, séparation, transformation, réintégration, qui peuvent accueillir des gestes supplémentaires sans remettre en cause l'ensemble. Dans plusieurs sociétés d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique ancienne, la circoncision a ainsi été associée à des initiations déjà en place. Elle accompagne un enseignement, une période de retrait ou une épreuve symbolique plus large. Dans ces contextes, la pratique cesse d'être concurrente, elle devient complémentaire, elle n'entre plus en compétition avec d'autres rites, car elle n'en revendique plus la fonction centrale. Dans d'autres cas, la circoncision s'est spécialisée. Elle ne marque plus le passage à l'âge adulte, mais une appartenance familiale, un statut interne ou une continuité généalogique. Cette spécialisation réduit les conflits symboliques. Ainsi, la circoncision n'a pas survécu là où elle cherchait à occuper toute la scène rituelle. Elle a survécu là où elle acceptait de partager l'espace symbolique. Ce mécanisme explique pourquoi la pratique n'a jamais été universelle, mais durable là où elle trouvait une fonction précise, limitée et reconnue au sein d'un système rituel déjà structuré. Au fil des 2 vidéos sur la circoncision, nous n'avons pas cherché à juger. Nous avons cherché à comprendre. Comprendre comment une pratique ancienne est née, pourquoi elle aurait pu disparaître, et comment elle a parfois survécu en s'adaptant aux sociétés, aux normes et au temps. Car ce qui façonne notre monde, ce ne sont pas seulement les objets ou les inventions, mais aussi les pratiques, les rites et les idées que les sociétés choisissent de conserver. Si ce genre d'exploration historique et anthropologique t'a intéressé, pense à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner pour continuer à comprendre l'origine de ce qui façonne notre monde.